Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de rêve brisé, de magouilles entre producteurs et de costumes pas ultra convaincants. L'histoire d'un film que Marvel, oui, Marvel, a réussi à faire interdire. C'est parti. Vous connaissez forcément la franchise Les 4 Fantastiques. Vous avez peut-être même déjà vu un des 3 films adaptés de cette licence de comics. D'ailleurs, ils sont tous les 3 assez mauvais. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et si je vous disais qu'il existe un 4e film 4 Fantastiques dont vous n'avez probablement jamais entendu parler? Je vous parle pas d'une parodie, d'un plagiat roumain ou d'un fan-film amateur interdit pour des raisons légales. Non, je vous parle bel et bien d'un film 4 Fantastiques officiel. Genre Stan Lee est venu sur le tournage quoi. Donc on parle bien d'un vrai film officiel adapté de la licence 4 Fantastiques. Cette histoire improbable commence en 1983, quand Burt Eichinger, un producteur allemand, rencontre Stan Lee en personne pour potentiellement lui acheter les droits d'une licence Marvel. Eichinger veut les droits pour adapter la licence 4 Fantastiques. Stan Lee lui répond que les droits ne sont pas dispo pour le moment, mais qu'ils se libéreront dans 3 ans. Eichinger saute sur l'occasion et en 1986, il signe avec Marvel un contrat d'option pour l'adaptation du comics au cinéma. Un contrat d'option, ça veut pas dire que tu achètes les droits, ça veut dire que tu achètes le droit exclusif d'acquérir les droits. En gros, dans ce cas-là, Eichinger est le seul à pouvoir acheter les droits de la licence 4 Fantastiques à Marvel. Personne d'autre ne pourra faire un film adapté de cette licence sans l'implication d'Eichinger. Et il signe ce contrat d'option pour 250 000 $, ce qui est pas énormément d'argent en réalité. Vous imaginez bien que ce genre de contrat ne se prolonge pas sur une période de temps indéfinie. À un moment, il va perdre les droits. Et dans le cas d'Eichinger, il a jusqu'au 31 décembre 1992 pour produire un film, Les 4 Fantastiques. S'il ne réussit pas à monter un film avant cette date, il perdra l'exclusivité sur les droits. Donc logiquement, il a pas dépensé son argent pour rien et il va avoir des grands studios pour leur proposer de faire le film. Sauf que même s'il y a un intérêt de la part de Warner et de la Columbia, le projet ne se fait pas. Et ça peut se comprendre. Je vous rappelle qu'on est dans les années 80 et que les films de super-héros, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui en termes de box-office. Pour vous rafraîchir la mémoire, les films de super-héros à cette époque-là, ça ressemble plutôt à ça. Donc, on peut comprendre que les studios sont un peu frileux. Mais en 92, il se passe un truc. Tout le monde se réveille un peu et Marvel annonce qu'ils vont produire tous leurs nouveaux films en interne et qu'ils veulent faire de vrais blockbusters avec de la gueule. On commence à entendre parler du Spider-Man réalisé par James Cameron, d'un film Black Panther avec Wesley Snipes ou encore d'un Doctor Strange réalisé par Wes Craven. Bon, tous ces films ont fini par être abandonnés à part le Spider-Man qui a été réalisé par Sam Raimi au final. Eichinger, il sent qu'il y a un filon et qu'il y a sûrement pas mal de thunes à se faire. Problème, son contrat d'option sur les 4 Fantastiques arrive à son terme en fin d'année. En septembre 1992, le contrat d'option touche quasiment à sa fin. Il ne reste que 3 mois à Eichinger pour faire un film 4 Fantastiques avant de perdre l'exclusivité sur les droits. Autant vous dire que c'est mort. Le mec n'a pas de scénario, pas d'équipe, pas de boîte de prod derrière lui, c'est mort. Les 250 000 $, poubelle. Sauf que non. Eichinger, il veut pas perdre ses 250 000 $. Et il a une petite idée. Il se décide à aller voir Roger Corman. Alors, un peu d'histoire pour ceux qui ne connaîtraient pas Roger Corman. Roger Corman, c'est le roi du cinéma indépendant, toute période confondue. C'est un producteur-réalisateur qui a notamment lancé la carrière de Martin Scorsese, de Francis Ford Coppola, de Jack Nicholson, de Sylvester Stallone, de Ron Howard, de Joe Dante et j'en passe beaucoup. C'est un gars qui a toujours eu l'habitude de faire des films avec le moins de thunes possible. Il a par exemple réalisé un film en 1960, La Petite Boutique des Horreurs, où il y a Jack Nicholson dans un petit rôle d'ailleurs, qu'il a tourné parce qu'il avait terminé le tournage d'un film en avance et qu'il lui restait encore 2 jours avant que les décors du film ne soient détruits. Et du coup il s'est dit, on a encore 2 jours pour tourner ici, on a fini notre film, on a qu'à faire un deuxième film. Dans le même style, il a écrit et tourné un film seulement parce que Boris Karloff, l'acteur qui jouait Frankenstein, lui devait 2 jours de tournage. Et avec Corman, on gaspille pas 2 jours de tournage. Chez Corman, on recycle à mort. Bref, on en était où? Ah oui, Burt Eichinger va voir Corman en septembre 92 et lui propose de faire un film 4 Fantastiques. Seule condition, ils doivent commencer à tourner avant la fin de l'année. Corman lui répond, laisse-moi 2 jours, je vais voir ce que je peux faire avec mes gars. 2 jours plus tard, Corman revient vers Eichinger. Il lui propose un script et il lui confirme qu'ils peuvent bien commencer à tourner le film avant la fin de l'année. Truc de ouf. Faut dire que l'équipe de New Horizon Pictures, la boîte de prod de Roger Corman, à cette époque, ils font que des directs ou vidéos et des tout petits films vraiment pas terribles. Et là, on leur dit qu'ils vont enfin travailler sur un film qui va sortir au cinéma. Et un film avec un gros budget en plus. Enfin, un gros budget pour Roger Corman. Parce que oui, le budget du film s'élève à 1 million $. C'est vraiment pas énorme, mais c'est quand même le film le plus cher que Corman n'ait jamais produit. Même à ce jour, Les 4 Fantastiques est toujours son film au plus gros budget. Le film entre donc en production. Il est coproduit par New Horizon Pictures et Constantin Films, la société de production de Burt Eichinger. Ole Sasson est choisi pour
pour réaliser le film. C'est un gars qui, on va pas se le cacher, n'a pas fait de très grands films dans sa carrière. Pendant le casting, ils choisissent des acteurs assez inconnus, parce qu'ils ont pas de budget pour se payer des stars quoi. Mais l'équipe reste assez confiante, parce qu'ils ont pas besoin de gros noms pour vendre le film. La licence Les 4 Fantastiques suffira amplement pour ramener du public. Fun fact, il y a Mark Ruffalo qui a passé le casting pour le film. Mark Ruffalo qui, quelques années plus tard, finira par jouer un autre super-héros Marvel. La majeure partie du budget du film part dans le costume de La Chose. Alors, je ressens un truc un peu bizarre par rapport à ce costume. Et je sais pas trop quoi en penser à vrai dire. D'un côté, je le trouve plutôt stylé, fidèle au look des comics, et en plus il est assez expressif. Mais en même temps, je sais pas. Il fait un peu cheap quoi. Bon, à vrai dire, je relativise un peu parce qu'il y a d'autres trucs dans le film qui font beaucoup plus cheap. Genre ça. Ou ça. C'est pas les pire costume d'astronaute des années 90, sérieux. Budget oblige, le tournage se fait dans la rapidité, 21 jours au total. Mais Stan Lee prend quand même le temps de venir sur le plateau pour voir où en est un peu la production. Il confie même à Michael Bailey Smith qu'il correspond totalement au Ben Grimm qu'il a imaginé dans les comics. Bon, évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est une production à petit budget. C'est peut-être la plus grosse production Roger Corman, mais ça reste du Roger Corman. Les acteurs devaient par exemple ramener leurs propres fringues sur le tournage. Ça, par exemple, c'est les habits de tous les jours des acteurs. Et clairement, ils n'ont l'appui de personne pour faire leur film. Par exemple, ils ont essayé d'avoir les droits pour le Mole Man, un méchant iconique de l'univers des 4 Fantastiques. Et Marvel, qui est déjà bien saoulé qu'un film 4 Fantastiques se fasse sans leur aval, ne leur a pas du tout laissé les droits pour le perso. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste renommé le méchant le Bijoutier. Mais techniquement, c'est simplement le Mole Man avec un autre nom et un autre déguisement. Malgré tout ça, l'équipe donne tout ce qu'elle a. Pour beaucoup, notamment les acteurs ou le réalisateur, c'est l'opportunité qu'ils attendent depuis des années. Leur chance de percer à Hollywood. Leur big break. Donc, tout le monde se donne à fond. Pour l'instant, tout se passe à peu près bien. Mais très vite, toute cette histoire va commencer à tourner au vinaigre. Après le tournage, c'est silence radio. Les acteurs n'entendent plus du tout parler du projet. C'est pas très bon signe ça, généralement. La seule chose qui leur remonte aux oreilles, c'est une déclaration de Stan Lee au Comic-Con de San Diego. Un enfant aurait demandé à Stan Lee ce qu'il pensait du prochain film 4 Fantastiques qui allait sortir au cinéma. Stan Lee lui aurait répondu qu'il n'en pensait pas grand chose. Ouch. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça a pas beaucoup plu aux acteurs. Oh yeah? How many times did you visit the set of our film, Stan? You have a nice time? Yeah. He brought the donuts once. Ok. Il monte d'abord un trailer du film pour le diffuser au cinéma et en convention. En parallèle, le chef monteur et le réalisateur se lancent dans le montage du film. Mais très vite, New Horizon Pictures va commencer à couper les fonds. Il y a plus d'argent. Le réal, qui à ce moment-là bosse sur un autre film pour un autre studio, profite de la salle de montage de l'autre studio pour bosser en secret sur les 4 Fantastiques. Pendant le tournage, l'acteur qui interprète Dr Doom devait jouer avec un masque devant le visage. Ce qui fait que le son n'est vraiment pas ouf du tout. Mais bon, tranquille, après tout, c'est comme ça sur tous les films où il y a un acteur masqué. Généralement, on redouble les scènes en post-prod pour que le son soit tout simplement audible. Sauf que là, sur les 4 Fantastiques, je vous rappelle qu'il n'y a plus une thune. L'acteur qui interprète Dr Doom les supplie de le laisser réenregistrer ses répliques. Mais rien n'y fait. Du coup, au final, dans le film, il y a des scènes où il parle normalement et d'autres où tu comprends rien du tout. When I have, that is when I'm finished. I will return when you have learned your lesson. Les compositeurs de la musique originale, David et Eric Worth, embauchent un orchestre qu'ils payent de leur propre poche entre 6 et 8 000 $. C'est pour vous dire à quel point l'équipe est vraiment dévouée au projet. Même si le montage touche à sa fin, il reste encore les effets spéciaux. Et certains plans nécessitent des CGI, des images générées par ordinateur. Bon, on passera sur le fait qu'en 1993, avec 1 million $, ça risquait quoi qu'il arrive d'être un poil compliqué. Donc, le réal va voir un gars qui dit s'être occupé des effets spéciaux d'Independence Day. Plutôt stylé. Ils se disent, bah c'est génial, nos VFX ils vont avoir de la gueule finalement. Sauf que quand le gars leur rend les effets spéciaux finalisés, ils se retrouvent devant ça. En fait, il s'avère que le mec n'avait pas du tout dirigé les CGI d'Independence Day. Au mieux, il avait peut-être travaillé sur quelques plans du film. Ils se sont fait rouler dans la farine. Du coup, ils ont filé tout le reste des plans à truquer à une autre boîte qui a fait du bien meilleur boulot. En même temps, pas trop compliqué quoi. Vu que les acteurs n'ont quasiment plus de nouvelles, ils décident de s'occuper de la promo du film eux-mêmes. Et ça se comprend qu'ils fassent ça, parce que comme je vous l'ai dit, ce film, c'est vraiment leur chance de percer à Hollywood. Ils font donc le tour des conventions et des boutiques de comics pour promouvoir le film. Ils voyagent dans tout le pays, mais je vous rappelle qu'ils n'ont plus aucune nouvelle de New Horizon Pictures. C'est Michael Bailey Smith, l'acteur qui interprète La Chose, qui finance tous les déplacements pour toute l'équipe de sa propre poche. Ça lui revient à 12 000 $ au total. Mais il se dit que c'est pas très grave, au final, c'est leur chance de se faire connaître et de peut-être devenir des stars d'Hollywood. D'ailleurs, la première du film est prévue pour avoir lieu le 19 janvier 1994 à Minneapolis. Sauf que quelques jours avant l'événement, toute l'équipe reçoit un coup de fil. Tout est annulé.
Bon là, vous pouvez imaginer que ça doit faire très mal pour toutes les personnes impliquées dans le projet. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et ben en fait il y a deux possibilités. Une possibilité un peu dark et une deuxième encore plus dark. Avant que je vous explique, il faut d'abord que je vous présente un nouveau personnage. Est-ce que vous connaissez Avi Arad? Avi Arad, c'est le businessman qui se cache derrière tous les gros blockbusters de super-héros des années 90-2000. En 93, c'est lui qui a vendu les droits des X-Men à la Fox. Il sera aux commandes de tous les films Marvel des années 2000 avant de se faire dégager et remplacer par Kevin Feige. Lors de la post-production du film Les 4 Fantastiques, Avi Arad est en déplacement à Puerto Rico. Il n'a aucune idée qu'un film 4 Fantastiques est en production. Un jour, alors qu'il porte un t-shirt Les 4 Fantastiques, un gamin l'interpelle en lui demandant s'il est au courant de l'avant-première qui va avoir lieu dans quelques jours à Minneapolis. Avi Arad est estomaqué. Il se dit que ça donnerait une très mauvaise image de la franchise si un film de série B à petit budget sortait sur grand écran. Du coup, il fonce voir Heikinger et Corman. Il leur propose de les dédommager pour le film en leur remboursant tous les frais de production. En plus de ça, il propose à Corman 2 millions de dollars en cash pour lui racheter l'unique copie du film. Avi Arad a dit une fois en interview qu'il aurait ramené l'unique copie du film chez lui et qu'il l'aurait brûlé dans son jardin. Alors si c'est vrai, ce mec est la pire raclure de l'histoire. On brûle pas des films, c'est pas correct. Et quelques années plus tard, Heikinger et Arad se retrouveront pour travailler ensemble sur le film Les 4 Fantastiques, produit par la Fox. Bon, ça c'est la première version de l'histoire. La deuxième version de l'histoire, qui est encore plus dark, c'est que Heikinger savait que le film ne sortirait jamais depuis le début. Vu que son contrat d'option touchait à sa fin, il s'est vite empressé de trouver une petite boîte de prod pour lancer une production fantoche d'un film Les 4 Fantastiques, afin de garder les droits donc. Yeah, I love walking into a trap, don't you? I don't know. I've never done it before. Le film de 94 n'est donc qu'un vulgaire coût de production. Quelques millions de dollars dépensés dans le but de garder la licence. Et les techniciens, les acteurs et toute l'équipe qui a bossé sur le film seraient tout simplement des dommages collatéraux. C'est triste hein? Personne n'était au courant. Tout le monde pensait que le film allait sortir au cinéma et qu'il serait vu partout dans le monde. Et bah non, tout ça c'était simplement une magouille de producteurs. Quand Ole Sasson apprend que l'unique copie du film va être vendue, il fonce à New Horizon Pictures. Il s'introduit illégalement dans les locaux pour récupérer la copie du film. Malheureusement, c'était déjà trop tard, il n'y avait plus rien. En fait, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je vous montre que des images VHS RIP dégueulasses du film. C'est parce qu'il n'existe pas de version visuellement correcte du film. Les 4 Fantastiques devaient plutôt ressembler à quelque chose comme ça. The forces of evil are out to destroy their cosmic power. Find them! And to survive, they must utilize all their strength. Ça, c'est les images du trailer de l'époque qui ont par chance survécu. Mais les images du film, elles, sont absolument introuvables. Mais du coup là vous vous dites peut-être, si je suis capable de vous montrer ces images VHS RIP dégueulasses, c'est que le film il existe quand même. Et oui, le film existe quand même, toujours en images VHS RIP dégueulasses. Vous pouvez d'ailleurs le voir gratuitement sur YouTube. Alors comment c'est possible? En fait, c'est un miracle. Il s'avère que Sasson, le réalisateur du film, qui devait sûrement sentir que toute cette histoire allait mal tourner, et ben avant qu'on lui confisque le film, il a emmené la copie dans un petit magasin de numérisation et a demandé qu'on lui copie le film sur VHS. La théorie la plus probable, c'est que les vendeurs du magasin, en faisant le transfert de la copie, se sont rendus compte qu'ils avaient juste devant eux le tout nouveau film Les 4 Fantastiques, et qu'ils en ont profité pour se faire une petite copie en douce pour leur plaisir personnel, sans se douter qu'ils allaient par la même occasion sauver le film de la destruction totale. Non mais c'est fou! Les mecs se sont juste dit qu'ils allaient copier le film pour leur plaisir personnel, ils ont fini par sauver le film. Au bout de quelques années, des copies DVD bootleg du film ont commencé à popper dans des magasins de comics ou sur des brocantes, et les fans ont enfin pu découvrir les 4 Fantastiques de 1994. Encore aujourd'hui, on ne sait pas si l'unique copie du film existe encore quelque part ou si elle a été détruite pour de bon. Peut-être qu'elle traîne encore sur une étagère dans les locaux de Marvel Studios, qu'elle prend la poussière en attendant que quelqu'un la découvre. Bon, c'est une histoire bien triste quand même. Il y a des personnes qui ont mis toute leur énergie, leurs rêves, leur argent, tous leurs espoirs dans un film qui était probablement destiné à ne jamais être montré au public. Le plus cocasse dans tout ça, c'est que le reboot de 2015 là, les Fanforstic, et bah il a été fait exactement pour les mêmes raisons. La Fox allait perdre les droits sur la franchise et ils se sont empressés de réaliser un nouveau film. Et ce film là aussi, en termes de rêve brisé, il se pose là. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille très fortement l'excellent docu Doomed, The Untold Story Behind Roger Corman's Fantastic Four, qui parle de toute cette histoire en détail. N'hésitez pas à vous abonner, à poser un like et à mettre un commentaire, ça fait toujours très plaisir. C'était Nicolas Delage, à très vite.